à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des sons rouges et noirs donc, que j'anime dans le cadre de l'émission L'antenne du social sur Radio Libertaire. Donc on est dans le cadre d'un podcast, disons, sur l'éducation populaire et le travail social. Donc pour ceux qui écoutent la version audio, donc c'est la 4e et dernière partie du podcast qui va concerner donc un livre d'Irène Pereira qui est une introduction aux pédagogies critiques initiée par Paulo Freire. Et donc pour les gens qui nous rejoignent en vidéo, bienvenue tout d'abord. Et puis n'hésitez pas à consulter mon site web jilouli.fr où il y a tous les liens et tous les supports, les versions écrites, versions audio, versions vidéo, des choses qui sont donc en lien avec le podcast que je présente. Le sujet d'aujourd'hui, donc le sujet du livre d'Irène Pereira, mine de rien, c'est quand même un sacré sujet d'actualité, même si le livre date d'il y a déjà quelques années, sujet d'actualité, puisqu'on a vu le retour de l'école réactionnaire, comme on dit, l'école réactionnaire et inégalitaire, avec les dernières polémiques sur le port de l'uniforme à l'école, les polémiques engendrées par l'ancienne ministre de l'Éducation, mais aussi, j'ai eu vent d'attaques de mouvements d'extrême droite par rapport à des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Mais le sujet du livre d'Irène Pereira va aussi toucher des choses, on va dire, un petit peu plus légères et optimistes, puisque donc il fait le lien avec le thème du livre d'Alice Dumoulin, que je présentais juste avant, étant donné que ces deux ouvrages présentent donc des principes et des méthodes de ce qu'on pourrait appeler l'éducation populaire, au sens large. Alors, le livre d'Irène Pereira, donc je vais le présenter de manière synthétique. Il est publié dans l'excellente maison d'édition Libertalia. Je vous recommande vivement d'aller voir sur leur site notamment tout ce qu'ils font. Et puis si vous êtes en région parisienne, vous pouvez aller les voir à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Donc le livre d'Irène Pereira, qui s'intitule Paulo Freire, pédagogue des opprimés, et il est publié dans la collection Notre École. Notre, autre, donc Notre École, c'est une collection qui est liée au collectif militant d'acteurs et d'actrices de l'éducation Question de classe. Donc mis à part animer cette collection-là, il anime différents espaces de réflexion. Il y a une revue, un site web, une page Facebook. Et donc le collectif vise, pour résumer, à promouvoir, je cite, le lien intime et nécessaire entre pédagogie et lutte sociale. Programme alléchant. Et donc, en bientôt 10 ans d'existence, la collection Notre École, donc à la maison d'édition Libertalia, a publié une quinzaine d'ouvrages qui engagent le débat chacun à sa façon sur, je cite, une éducation émancipatrice. Donc, quant à Irène Pereira, elle-même, elle est liée au collectif, elle est chercheuse et enseignante en sociologie et en philosophie. C'est une autrice assez prolifique, elle écrit beaucoup, elle travaille au croisement de différents champs. Le militantisme, l'histoire de la pensée, la pédagogie, les sciences de l'éducation. Ce petit livre sur Paulo Freire et les pédagogies critiques qu'il a inspiré se trouve donc au croisement entre plusieurs de ces centres d'intérêt. Donc la précision importante à apporter aussi, c'est que ce livre date de 2017. Alors, au vu des controverses autour de l'éducation au sens large, suscitées par ce qu'elle appelle elle-même la révolution conservatrice et le renforcement des idéologies réactionnaires, un ouvrage sur les pédagogies critiques me semble donc le bienvenu. Le courant des pédagogies critiques, qui poursuit un petit peu l'œuvre du pédagogue brésilien Paulo Freire. Donc ce courant est assez peu connu en France.
Pour apporter une première présentation générale de la pédagogie critique, on pourrait dire que sous l'influence des idées et des expériences du pédagogue brésilien Paulo Freire, les pratiques et pédagogie critique cherchent à élaborer une analyse globale des différentes oppressions sans les hiérarchiser ni les opposer. Tourner vers l'empowerment, également appelé en français l'encapacitation individuelle et collective, la pédagogie critique agit comme une force de transformation sociale, s'appuyant sur la conscientisation et l'analyse des mécanismes sociaux cachés. Fermez les guillemets. Pour comprendre un petit peu d'où viennent les pédagogies critiques, il est nécessaire de faire un petit point sur le parcours donc, de Paulo Freire. Donc c'est ce que fait la première partie du livre d'Irene Pereira. Paulo Freire est né dans l'une des régions les plus pauvres du Brésil en 1921. Il a travaillé dans les milieux éducatifs et syndicaux avant d'être contraint à un long exil de 1964 à 1980 à cause du régime dictatorial. Aux yeux d'Irene Pereira, Paulo Freire a toujours refusé de se laisser enfermer dans des responsabilités institutionnelles. Il a préféré rester en mouvement pour ce qu'il appelle les opprimés et les damnés de la terre. Il reste ainsi l'expérimentateur d'une éducation populaire qui part du bas et dont la pensée a continuellement été mise en mouvement par sa pratique. Dans son dernier grand livre, Pédagogie de l'autonomie, publié l'année de sa mort en 1997, Paulo Freire propose ce qu'on peut qualifier de pédagogie sociale et libertaire, si j'emprunte l'expression à Irene Pereira, parce que cette pédagogie questionne de manière radicale l'activité éducative. Donc Irene Pereira présente les idées principales dans un chapitre qui est assez centré sur la posture de l'enseignant. Donc il y a différentes notions importantes qui ont été travaillées donc, par Paulo Freire. La notion de conscientisation, l'attitude dialogique, basée sur le dialogue, les objectifs politiques de l'éducation. Mais attention, Paulo Freire n'est pas qu'un penseur, il a aussi expérimenté et mis en pratique ces idées-là tout au long de sa vie, et puis celles-ci ont été reprises de son vivant même, comme on peut le remarquer en observant par exemple un projet de réforme scolaire qu'il a mené à Sao Paulo à la fin des années 80, après son retour au Brésil. Des héritages de cette pratique de pédagogie critique peuvent se voir aussi dans les écoles qui ont été initiées par le mouvement des Sans-Terre au Brésil, mais aussi dans les bachilleros populares, donc des écoles secondaires autogérées en Argentine. Je sais, j'ai un super accent espagnol. Les pédagogies critiques qui sont développées par Paulo Freire et ses continuateurs sont donc loin de n'être qu'une suite de principes théoriques, et elle propose un foisonnement d'outils. C'est ça qui est intéressant, un ensemble d'outils pour favoriser l'action et la transformation sociale. Je me suis dit que c'était intéressant de vous en présenter quelques-uns, donc c'est vraiment quelques petits points pour vous montrer en quoi est-ce que les pédagogies critiques ont un peu infusé, on va dire, plein de pratiques de l'éducation populaire telles qu'on les connaît maintenant. Je vais vous parler de pratiques dialogiques, je vais vous parler du recours à l'expérience subjective, mais aussi de l'enquête conscientisante ou encore du théâtre forum. Tout ça, si ça vous dit un petit peu quelque chose, si vous touchez un petit peu à l'éducation populaire, ça découle un peu, disons plus ou moins directement, de la pédagogie critique initiée par Paulo Freire. Concernant la pratique dialogique, alors la pratique dialogique, ça veut dire c'est une pratique éducative et pédagogique qui est basée sur le dialogue. Donc forcément, qui n'est pas basée sur, disons, une posture descendante, mais sur un échange. Donc comme l'écrit Irene Pereira, le dialogue est la clé pour faire émerger une conscience critique. Les pédagogies critiques font observer que le dialogue il a différentes vertus qui contribuent à favoriser la prise de parole et la conscientisation. Donc comme l'écrit encore Irene Pereira, la pratique dialogique constitue la base d'une gestion démocratique de la classe. Donc forcément, pour contribuer au développement, à la transformation sociale, à la démocratisation, même la démocratisation radicale de la société, la base c'est de commencer par le mettre en application
dans les lieux d'éducation eux-mêmes. Il y a eu, par rapport à la pratique du dialogue comme ça et de l'échange en classe, il y a eu des mises en garde qui ont été formulées notamment par les féministes et que Irène Pereira synthétise un petit peu, puisque voilà, la mise en œuvre d'une pratique dialogique ne va pas forcément de soi. Comme elle l'écrit, dans un cadre mixte, les pratiques dialogiques peuvent favoriser ceux qui ont le plus confiance en eux et qui maîtrisent le mieux l'expression orale. Donc voilà, il y a des pratiques qui ont été initiées un petit peu par Paulo Freire et puis qui après ont été revues, complétées, donc là notamment en l'occurrence par les mouvements féministes. L'autre point important, deuxième point important dont je peux vous parler, c'est le recours à l'expérience subjective. C'est-à-dire que les pédagogies critiques vont pas partir de concepts abstraits, de situations abstraites, elles font appel au vécu, elles partent de l'expérience subjective. Et là, ça doit vous rappeler quelque chose si vous avez suivi la partie du podcast à propos du livre d'Alice Dumoulin. Donc Irène Pereira résume en disant « L'expérience sociale des apprenants constitue très souvent un point de départ pour les pédagogies critiques. » Donc il ne s'agit pas de partir des centres d'intérêt des gens, mais de prendre appui sur leurs expériences de la réalité sociale. Pourquoi ? Parce que cette expérience est bien souvent celle de situations d'oppression qui ont été vécues par les membres du groupe. Et donc, en tout cas, un petit peu plus loin, elle précise, de la position qu'occupe un sujet naissent des expériences subjectives qui ne peuvent être éprouvées en première personne que par ceux qui vivent cette situation. L'objectif, donc derrière le fait de partir du vécu subjectif, l'objectif est de parvenir à une conscience critique s'appuyant sur des connaissances scientifiques de la réalité sociale. Donc il y a bien sûr des mises en garde, des précautions dans le fait de faire appel à l'expérience subjective dans la mesure où il peut y avoir des expériences qui sont conflictuelles ou douloureuses. Si j'avance un petit peu, un autre outil des pédagogies critiques que vous connaissez peut-être si vous touchez un petit peu à l'éducation populaire, qui découle des pédagogies critiques, c'est l'enquête de conscientisation, qu'on appelle également la recherche-action critique. Donc l'enquête de conscientisation, explique Irène Pereira, elle remplit plusieurs fonctions. Je cite, elle permet d'observer la réalité sociale et de rassembler des faits objectifs. Elle développe aussi une prise de conscience critique de la réalité sociale. Enfin, elle peut servir à mobiliser le collectif quand il présente et rend public les résultats et qu'il établit des revendications tirées de ses observations. En gros, il s'agit d'une enquête qui est menée par les personnes concernées sur les conditions dans lesquelles elles sont impliquées, immergées. Donc l'enquête de conscientisation peut porter sur différents objets. Irène Pereira donne quelques exemples. Ça peut être des rapports sociaux. Par exemple, Irène Pereira donne l'exemple de l'enquête que le sociologue Nicolas Jounin a organisée avec des étudiants et des étudiantes à lui, qui sont des étudiants en sociologie qui viennent d'une université plutôt populaire en région parisienne. Donc il les a emmenés enquêter sur les beaux quartiers à Paris, donc pour qu'ils vivent un petit peu, pour qu'ils observent et qu'ils expérimentent cette différence un petit peu dans les milieux sociaux et dans les environnements dans lesquels chacun évolue. Elle donne un autre exemple aussi d'une enquête par des élèves sur le cycle de vie d'un smartphone. Donc là on part d'un objet, vraiment un objet du quotidien. Et puis en fait, le fait de suivre ses conditions de fabrication, et puis à quoi il sert, et puis aussi qu'est-ce qui devient quand on s'en sert plus, et ça permet de prendre conscience un petit peu de mécanismes sociaux dans lesquels on est impliqué. Et donc l'enquête de conscientisation, elle peut également être utilisée par des professionnels, des acteurs sociaux. Dans ce cas-là, explique Irène Pereira, on parle plutôt de recherche-action critique. Donc je ne vais pas rentrer dans le traitement de cette question-là de la recherche-action. Si le thème vous intéresse, restez à l'écoute des sons rouges et noirs, parce que prochainement, je devrais pouvoir sortir un épisode sur cette thématique-là, la thématique de la recherche-action. Je suis allé rencontrer un chercheur de l'université de Rennes pour m'entretenir avec lui de cette thématique-là. Donc il y a toute une palette en fait de pratiques de recherche-action, plein de définitions possibles. Donc là, le lien avec l'enquête de conscientisation qui découle des pédagogies critiques,
Irène Pereira, donc elle appelle ça la recherche-action critique. La recherche-action critique, elle explique, est une pratique collaborative et participative, en particulier dans la phase de planification, qui est élaborée collectivement avec l'ensemble des personnes concernées par le problème. Fermez les guillemets. Et puis enfin, pour finir mon petit aperçu des outils qui découlent de la pédagogie critique, en tout cas des outils qui sont présentés par Irène Pereira. Il y a aussi ce fameux outil dont vous avez peut-être entendu parler, le théâtre forum. Donc c'est une méthode qui elle-même découle du théâtre de l'opprimé, donc qui est un autre ensemble de méthodes qui ont été initiées par Augusto Boal, qui lui-même se revendique de Paulo Freire. Et donc le théâtre forum, en gros, c'est la mise en scène d'une oppression. Ça relève d'une activité dans laquelle les participants jouent une scène relative à une situation d'oppression, souvent en lien avec les discriminations de classe, de genre ou de race. Les spectateurs sont invités à intervenir et à modifier le cours du jeu de manière à produire des stratégies de résistance à l'oppression. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme un mini-laboratoire, vraiment un mini-laboratoire, où il y a des gens qui jouent une scène, qui jouent une situation, et les spectateurs peuvent commenter, peuvent intervenir pour essayer d'influer sur le déroulement de cette situation, qui est souvent une situation d'oppression. L'objectif final étant, comme l'explique Irène Pereira, de trouver des leviers de résistance, des pistes de résistance. Donc, illustration concrète, moi ça m'est arrivé de participer à des théâtres forums où je partageais des situations de difficultés que j'ai vécues avec des hiérarchies, avec certains directeurs d'associations où je travaillais quand j'étais éducateur. Donc pour conclure peut-être un petit peu, les pédagogies critiques ont une forte influence dans le monde, contribuant à nourrir des mouvements féministes, des mouvements queer, des mouvements antiracistes aux États-Unis, mais aussi la pensée décoloniale en Amérique latine, et puis d'autres courants qui sont peut-être moins connus, l'éco-pédagogie, la critique de la norme en Suède, la critique des privilèges, mais aussi, peut-être un peu plus proche de nous, en tout cas ça commence à arriver, l'intersectionnalité. Donc il y a de très forts liens entre l'intersectionnalité, en tout cas du point de vue des pratiques militantes et pédagogiques qui s'en réclament, avec les pédagogies critiques. Donc si pour vous, intersectionnalité, ça reste encore pour l'instant un gros mot, vous ne voyez pas exactement à quoi ça renvoie, vous pouvez aller sur mon site web, encore une fois, j'ai fait une note de lecture d'un manuel d'introduction à l'intersectionnalité, qui est signé par deux chercheuses nord-américaines, Sirma Bilge et Patricia Hill Collins, qui présentent, disons, l'intersectionnalité d'une manière très générale, synthétique. Bon, synthétique, je concède que c'est quand même un bon gros livre, mais il est très intéressant, très complet. Et puis ça donne un vaste aperçu de à quoi peut renvoyer cette notion. Donc, il n'empêche, ces approches qui sont encore relativement peu ancrées en France, tout ce qui relève des pédagogies critiques, malgré les menaces néolibérales et néoconservatrices, les milieux progressistes ne peuvent rester sur des positions défensives, estime Irène Pereira. Il faut affirmer qu'une autre éducation est possible. Pour cela, elle propose donc quelques idées pour initier une pédagogie sociale émancipatrice dans nos écoles. Et puis par ailleurs, comme le fait remarquer Irène Pereira, les pédagogies critiques sont déjà liées en fait à différents mouvements qui existent en France, dont certaines franges de l'éducation populaire ou encore le community organizing. Les pédagogies critiques, en tant que lecture intersectionnelle et orientée vers la lutte contre les oppressions, peuvent permettre de dépasser nombre de querelles pédagogiques.
Et donc le livre d'Irène Pereira s'achève avec des indications bibliographiques et puis avec un lexique très riche pour aider à se lancer ou au moins pour en savoir davantage sur Paulo Freire et sur les pédagogies critiques. Loin d'être épuisé, ce sujet est plutôt en renouveau et porteur d'une forte actualité. Un livre qui, à n'en pas douter, sera fort utile aux praticiens et praticiennes, militants et militantes cherchant à s'imprégner de celle-ci. Donc je vous recommande vivement d'aller jeter un œil à ce bouquin-là, d'aller jeter un œil. En plus, vous voyez, il est pas si épais que ça. Il est il est très très accessible. Donc, d'aller jeter un œil au site des éditions Libertalia, excellente maison d'édition. D'aller jeter un œil aussi donc au livre d'Alice Dumoulin, en tout cas sur le site de la maison d'édition. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire. Donc on arrive en effet au terme de ce podcast, disons sur la thématique de l'éducation populaire et travail social, en espérant vous avoir donné quelques petites idées de réflexion, quelques petites idées d'outils, de pistes à explorer. Si jamais vous-même vous êtes auteur, autrice, éditeur, éditrice, chercheur, chercheuse, acteur, actrice en lien avec le social, hein. N'hésitez pas à me contacter, on peut tout à fait envisager d'échanger. J'ai quelques petites idées pour les prochains épisodes. Comme je vous disais, la question de la recherche-action et le rapport au savoir dans le travail social, la question de l'engagement, qui est une question qui me travaille depuis longtemps, la question de la prévention spécialisée aussi. Encore une fois, restez à l'écoute de Radio Libertaire, l'antenne du social, mais aussi rendez-vous sur mon site gilouli.fr pour absolument toutes les infos complémentaires. Je termine avec une petite citation d'Alice Dumoulin qui, je pense, résume pas mal de choses qu'on aura vues aujourd'hui. Emparons-nous de ce qu'on sait, ça participerait de notre émancipation. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.